Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Donc cette fois, on va passer aux valves tricuspides et à l'insuffisance tricuspide. Donc l'insuffisance tricuspide, c'est une pathologie fréquente. En population générale, 4% des personnes de plus de 75 ans ont une insuffisance tricuspide significative avec une prédominance chez les femmes. Donc ça veut dire des millions de patients dans le monde. L'insuffisance tricuspide, elle est le plus souvent fonctionnelle, d'accord, dans plus de 90% des cas, en rapport avec un remodelage des cavités droites, ventricule droit et ou oreillette droite. Plus votre fuite tricuspide est sévère, plus votre pronostic est altéré. Pronostic altéré, c'est mortalité, morbidité. Morbidité, c'est hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Ainsi, quand vous avez un patient qui fait de l'insuffisance cardiaque sur une insuffisance tricuspide sévère, 18% de ces patients seront morts dans l'année et 40% seront soit morts, soit réhospitalisés pour insuffisance cardiaque, donc une maladie grave. Pour cette raison, pour la première fois, les deux recommandations américaines et européennes ont recommandé, même avec une indication de classe 2A, de réaliser un geste chirurgical sur la valve tricuspide pour une chirurgie valvulaire tricuspide isolée chez les patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère symptomatique, s'il n'y a pas de dysfonction VG ou VD sévère, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Pour autant, actuellement, partout dans le monde, les patients ils sont traités quasiment uniquement de façon médicale par diurétique, ce qui permet de diminuer la volémie, ce qui permet d'améliorer les symptômes. Mais c'est un peu comme quand vous mettez la poussière sous le tapis. Au début, c'est efficace, mais vous ne réglez pas le problème. Alors en pratique, il y a très peu de patients qui sont opérés. Si vous prenez l'exemple français, sur toute la France, sur un an, ça près 120 patients par an, donc c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que les cardiologues, nous, on a peur d'envoyer notre patient au chirurgien en se disant « Ah, il y a 10% de mortalité en moyenne ». Et ce qui est intéressant, c'est que tous les papiers publiés retrouvent tous cette moyenne de 10%, quel que soit le papier, quel que soit le pays. Mais en fait, nous, on a montré que ça voulait rien dire, ces 10%, et qu'en fait, la mortalité, elle était prédite par le statut préopératoire de votre patient, comment il est cliniquement, comment il est biologiquement et échographiquement. Et comme il n'y a pas de STS pour la tricuspide et que l'Euroscore n'était pas fait pour, on a développé le premier score spécifique avec 8 paramètres: âge, statut NYHA, signe clinique d'insuffisance cardiaque droite, dose de diurétique, fonction rénale, fonction hépatique, fonction VG, fonction VD. 8 paramètres. Au final, les patients ils vont avoir entre 0 et 12 points. Quand le patient il a 0 points, il a 1% de mortalité post-opératoire. Plus le nombre de points augmente, plus la mortalité augmente. Et vous voyez, quand vous avez au moins 9 points, vous avez 65% de mortalité. C'est fait à partir de vrais patients qui sont opérés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait opérer ces patients-là, alors qu'il y en a 2 sur 3 qui meurent. Et comme vous l'a dit Christelle tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a développé en France. Et donc une des limites, c'est toujours dire, ouais, vous l'avez vu chez vous, mais est-ce que ça marche ailleurs? Et il y a eu 2 papiers publiés il y a 10 jours, un en Espagne et en Italie, où on retrouve exactement les mêmes résultats au pourcentage près. Donc ça confirme la robustesse du score. Et l'idée, c'est de dire, quand le patient il est pris en charge tôt, ça se passe bien, il a un pronostic qui est bon. Inversement, quand il est pris en charge tard, son pronostic est très mauvais. Afin de calculer ce score de façon facile, en routine, on a mis en place un site internet avec un calculateur qui est gratuit. Vous tapez www.tri-score.com, vous avez cette image, vous cliquez. Quand le patient n'a rien, aucun de ces 8 paramètres, il a un score à 0, une mortalité prédite à 1%, risque opératoire faible, à ce moment-là, il faut l'opérer. Inversement, plus vous cochez, plus la mortalité prédite augmente, et plus là on se dit oulala, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à la chirurgie, notamment une alternative percutanée? Alors les alternatives percutanées, c'est comme la chirurgie, réparation ou remplacement, sachant qu'aujourd'hui la stratégie la plus répandue c'est la réparation bord à bord par triclip. Les premiers résultats, les résultats préliminaires, ils étaient plutôt très encourageants en vous disant je réduis la fuite, j'améliore le statut NYHA, moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est formidable. Quand on compare à d'autres populations, on fait des ajustements complexes, on montre que ça marche vachement bien, donc tout le monde est content, mais en pratique il nous faut des études randomisées qui montrent est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est utile ou est-ce que ça ne l'est pas. Et on a 2 grandes études en cours, l'étude Triluminate aux États-Unis, l'étude TriFR en France. L'étude Triluminate qui vient d'être publiée il y a 2 mois dans le New England et qui vous montre premièrement que quand vous envoyez votre patient pour un clip, déjà il va vous revenir vivant. Et ça c'est un point important. C'est une procédure qui se passe très bien, avec peu de complications. Par contre, est-ce que ça marche? Si vous prenez les patients et vous dites qu'ils ont tous une fuite sévère avant de commencer, il y en a la moitié qui aura plus de fuite ou un très très bon résultat à la fin. Donc la moitié
vraiment c'est un bon résultat. 13% c'est un mauvais résultat avec une fuite sévère et 38% pour lequel le résultat il est moyen. Donc ça dépend si on va le verre à moitié plein ou verre à moitié vide. En tout cas, 50% c'est un super résultat et 50% pour lequel on peut discuter. En pratique, quand vous faites cette procédure, vous améliorez le statut fonctionnel. Par contre, dans le résultat à 1 an, il montre qu'il n'y a pas d'amélioration en termes de mortalité ou d'insuffisance cardiaque. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut qu'ils fassent des analyses de sous-groupes et je pense personnellement que ceux pour lesquels on a des très bons résultats, ils vont beaucoup mieux. Mais par contre, ceux qui restent avec une fuite sévère, ils vont pas mieux et c'est peut-être pour ça que les courbes sont les mêmes. Alors nous on a fait la même étude en France coordonnée par Erwan Donal à Rennes, donc une étude française, l'étude TRIFR, qui est finie depuis le mois de mars et donc les résultats seront présentés à l'ESL l'année prochaine et j'espère qu'on aura des résultats positifs, meilleurs que nos amis américains. Alors c'est quoi le principe de la réparation bord à bord? Ici vous avez la vue chirurgicale, la vue atriale, la vue ETO 3D aussi et donc vous avez un feuillet septal, un feuillet antérieur, un feuillet postérieur. La dilatation de l'anneau elle se produit au niveau de la paroi libre de l'anneau tricuspide, c'est-à-dire feuillet antérieur, feuillet postérieur. Et donc vous allez toujours vous servir du feuillet septal comme d'une encre. Et quand vous mettez vos clips, vous mettez un entre le feuillet septal et un entre le feuillet antérieur, ou un entre le feuillet septal et le feuillet postérieur. Donc toujours antéroseptal ou postéroseptal. Et donc en pratique, vous avez deux stratégies, soit deux clips antéroseptaux comme vous les voyez ici, soit un clip antéroseptal et un clip postéroseptal, ce qui donne cet aspect triangulaire. Donc là, ils sont parallèles, deux antéroseptaux, la triangulaire, un antéroseptal, un postéroseptal. La sélection du patient est essentielle et l'examen clé avant une réparation valvulaire bord à bord, c'est le TO. Et vous voyez ici des bonnes formes, des formes moyennes, des mauvaises formes. Sachant qu'actuellement, notre raisonnement, c'est plutôt toujours de se dire est-ce qu'on peut faire une procédure de clip? Si oui, tant mieux. Sinon, forme défavorable. À ce moment-là, on envisage un remplacement valvulaire tricuspide. Sachant que ça ne veut pas dire que comme il n'est pas éligible pour une réparation, on pourra lui faire un remplacement. Mais en tout cas, pour le moment, c'est cela qu'on considère. Premier élément, l'imagerie. Pour faire des réparations bord à bord, vous avez besoin de bien voir, je vous ai tout à l'heure le rapport entre le cardiologue interventionnel et l'échographiste. Si vous ne voyez pas bien les feuillets, vous ne pouvez pas faire ce type de procédure. Deux incidences essentielles. La première, c'est l'incidence œsophagienne distale en modalité X-plan. Pourquoi le X-plan? Parce que ça va vous permettre de visualiser simultanément le feuillet antérieur et le feuillet septal quand vous allez vous mettre votre plan de coupe ultrasonore proche de la valve aortique, ou le feuillet septal et le feuillet postérieur lorsque vous allez vous éloigner de la valve aortique. Et ça c'est très important parce que ce sont dans ces incidences qu'on va faire le grasping, qu'on va attraver les feuillets. Donc incidence biplan œsophagienne distale, on voit les feuillets antéroseptal et postéroseptal. Deuxième incidence très importante, l'incidence transgastrique qui est le seul moyen de visualiser en 2D l'ensemble des feuillets. D'accord? Et donc il y a vraiment une incidence très importante pour voir l'orientation du clip. Enfin, et qui est trop sous-utilisé même dans les congrès internationaux, ça, je suis souvent déçu, il faut utiliser le 3D, on l'a pas tout le temps, on l'a pas chez tous les patients, mais quand on l'a, c'est dommage de s'en priver. Donc comme je vous l'ai dit, voilà les deux incidences dont on sert au quotidien. L'œsophagien distal avec la modalité X-plan, on voit les bras du clip, on va descendre et on va attraper les feuillets. Et la modalité transgastrique, donc dans l'estomac, cette fois pour voir l'orientation du clip. Alors malheureusement, on voit pas toujours bien. Or comme je vous l'ai dit, si on veut faire une réparation bord à bord, il faut bien voir les feuillets. Donc patient, par exemple, ce patient qui a une prothèse mécanique mitrale avec un gros cône d'ombre, pour ce patient-là, avec notre TO, ce patient est récusé pour ce type d'intervention. Pour le moment, aujourd'hui, on a des alternatives qui se développent. On a la possibilité de faire de l'échographie intracardiaque, donc pas d'échographie transœsophagienne, avec pour le moment des sondes monoplan et dans un avenir très proche les sondes multiplans qui sont pour le moment en attente du marquage chez eux. Alors la morphologie de la valve, quand on vous parle de valve tricuspide, on se dit 3 feuillets, mais en fait ça marche pas à tous les coups, ça marche que chez un peu plus de la moitié des patients, et vous voyez qu'il y a près de l'autre moitié des patients qui va avoir 2 feuillets, 4 festons, 5 festons, etc. Donc des formes anatomiques très variables. Alors est-ce que c'est important? La réponse elle est non pour les prothèses, mais oui pour les clips. Pourquoi c'est important? C'est quoi le principe du clip? Le principe du clip, c'est que j'ai 3 feuillets, antérieur, septal, postérieur. On va se dire par exemple j'ai une stratégie avec 2 clips antéroseptaux. La stratégie, ça va être de mettre un premier clip antéroseptal proche de la commissure, donc ici, qui ne va pas être efficace pour réduire la fuite, mais c'est un peu comme un système de fermeture éclair. Vous allez, grâce à ce clip, rapprocher les 2 feuillets antérieurs et septal. Vous voyez ici, ils sont très proches par rapport à là. Là, vous n'auriez pas pu les attraper, pas bien pu les attraper. Et là, le fait de mettre ce premier clip, vous pouvez mettre un deuxième clip central qui, lui, sera efficace sur la fuite. Et là, je vous prends une illustration, un autre exemple avec un patient qui a 2 festons antérieurs. Vous mettez votre premier clip comme d'habitude antéroseptal.
vous avez bien la restriction du feuillet septal comme en haut. Par contre, vous n'êtes aucunement efficace sur le feuillet antérieur qui au contraire est plus loin du feuillet septal après l'implantation du clip qu'avant. Et donc finalement, vous ne pouvez plus attraper les feuillets et un mauvais résultat procédural. Donc le nombre de feuillets, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est important avant les réparations bord à bord. La taille du défaut de coaptation. Quand vous avez un petit défaut de coaptation, ça c'est l'idéal, vous allez pouvoir attraper et mettre suffisamment de tissu dans les bras du clip. Quand vous avez un énorme défaut de coaptation comme ici, vous ne pourrez jamais attraper les feuillets ou pas mettre suffisamment de tissu, ça se décroche. Donc un mauvais candidat pour la procédure. Alors un mauvais candidat, oui et non. Maintenant la stratégie c'est de bien essorer les patients et moi je les mets maintenant au programme d'hospitalisation à domicile où des fois ils passent 2 mois à la maison avec 250 mg IV de l'Azilix et ça permet régulièrement de réduire significativement la fuite et de rendre un patient éligible pour ce type de procédure. La localisation de la fuite, ça va avec la stratégie procédurale. Quand vous avez une fuite qui est plutôt antéroseptale, centrale, vous allez mettre 2 clips antéroseptaux comme je vous l'ai préalablement décrit avec un premier clip commissural antéroseptal, puis un deuxième clip plus central qui va être efficace. Quand vous avez une fuite qui est centrale et postérieure comme ici, vous voyez très bien la fuite à prédominance postérieure, si vous mettez 2 clips antérieurs, il va rester toute cette fuite. Donc la stratégie c'est de mettre un clip antéroseptal et un clip postéroseptal, cet aspect triangulaire qui est illustré ici avec un premier clip antéroseptal et un deuxième postéroseptal qui permet de vraiment être efficace et de réduire la fuite. Les sondes de pacemaker, c'est vraiment un problème de tous les jours puisqu'il y a 25% des patients excités qui ont une fuite tricuspide qui ont une sonde de pacemaker. Quand la sonde de pacemaker elle est postérieure, postéroseptale comme ici, ça ne nous gêne pas parce que nous on va vouloir mettre les clips en antéroseptal. Donc là, pas de problème quand la sonde est postérieure. Inversement, quand la sonde elle est antéroseptale à l'endroit où vous souhaitez mettre les clips, pour ces patients-là, on va éviter de faire l'intervention parce qu'il y a un risque de mauvais résultats, d'attraper la sonde, etc. Donc un mauvais candidat. Donc vous voyez la localisation de la sonde plus que la présence d'une sonde. Enfin, chez des patients qui ont des troubles de conduction mais pas encore de sonde, aujourd'hui il y a une vraie réflexion et quand on parle d'heart-team, nous on travaille beaucoup avec les rythmologues et pour les patients qui ont des troubles de conduction, on n'hésite pas à mettre des pacemakers sans sonde ou des sondes dans le sinus coronaire afin d'éviter qu'il y ait du matériel qui traverse la valve tricuspide et ainsi de pouvoir nous laisser travailler tranquillement. Alors, une petite illustration, une patiente qui a une fuite tricuspide fonctionnelle sévère, à prédominance centrale, vous voyez très bien le défaut de coaptation centrale. La stratégie, on arrive par voie fémorale au niveau veine cave inférieure, oreillette droite, direction la valve tricuspide, les 2 incidences dont je vous ai parlé avec l'œsophagien distal, le transgastrique. On s'oriente dans le transgastrique, éventuellement on peut faire du 3D. On va implanter le premier clip commissural antéroseptal comme je vous l'ai dit. Ce premier clip qui n'est pas efficace, vous voyez, il y a toujours la fuite sévère, mais c'est pas grave, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de nous permettre d'en mettre un deuxième plus central. Vous voyez ici, on commence à fermer les feuillets, et une fois qu'on a fermé complètement, vous voyez qu'on est efficace. Pour être sûr qu'on est efficace, si on regarde, si la fuite disparaît, que les feuillets sont dedans, là, c'est qu'on a fait du bon travail. Et donc à la fin, les 2 clips bien implantés et une fuite résiduelle qui est minime. Aujourd'hui, donc, très important l'imagerie avec l'échographie et on sait aussi des imageries de fusion. Alors, je vous ai dit, c'est très important la heart-team, l'analyse, etc. Il faut analyser, optimiser l'aspect rythmologique, l'aspect déplétion et ne pas lésiner sur les moyens. L'objectif, c'est d'obtenir un excellent résultat procédural. En moyenne, on met 2 clips, mais chez cette patiente, vous voyez, on en a mis 4, 2 antéroseptaux, 2 postéroseptaux. Et en fait, avec mon collègue Dr Nigérier, on a fait quasiment une suture chirurgicale. Et là, le patient, vous faites ça, il n'a plus de fuite et franchement, il est transformé, il était pré-mortem, maintenant il galope. Alors très rapidement, parce que j'ai parlé beaucoup des réparations, si vous regardez notre registre chirurgical de chirurgie valvulaire tricuspide isolée, plus de la moitié des patients ont un remplacement. Ce qui veut dire que si on fait une analogie entre le percutané et la chirurgie, probablement qu'il y a la moitié des patients qui devraient avoir un remplacement valvulaire. Alors remplacement valvulaire percutané, les avantages c'est que c'est rapide, en moyenne c'est 10-15 minutes versus 1h30, c'est reproductible, en gros n'importe qui peut le faire, franchement c'est compliqué le clip. On peut traiter tous les mécanismes primaires, organiques, fonctionnels. Il n'y a plus de fuite à la fin, c'est 0 fuite, vous avez mis la prothèse. On peut le faire des valves in-valve. Le problème c'est que c'est volumineux, qu'on ne sait pas si ça va durer, qu'on ne sait pas si ça thrombose. Donc ça vous allez le faire aujourd'hui pour des patients qui ne sont pas éligibles pour un clip, par exemple quand vous avez un énorme défaut de coaptation. On avait pu faire les 2 premières mondiales avec cette prothèse Topaz qui avait été designée par Pascalim, un collègue français. Patiente qui ne répondait pas au traitement, malgré 3 cures de lévocimendant, un gap qui restait énorme.
Je vous ai dit que le screening, il était surtout en ETO pour les réparations valvulaires. Pour le scanner, les remplacements, ce sera surtout avec le scanner. Là, actuellement, comme c'est les débuts, on fait aussi les impressions 3D, vraiment pour simuler, pour être sûr qu'on va avoir un bon résultat. Le guidage scopique et échographie tridimensionnelle avec reconstruction multiplanaire. Déploiement d'une prothèse, mais un peu comme vous avez l'habitude, quel que soit le type de prothèse. En fin de procédure, une prothèse qui est bien circulaire, un bon résultat procédural, pas de fuite, pas de sténose, une veine cave qui était à 30 qui passe à 16, une patiente qui est transformée. J'aime bien les images scanographiques où on voit bien la prothèse qui se mobilise avec le cycle cardiaque. En quelques secondes, vous voyez ici comment se passe la procédure. Donc on passe par voie fémorale, on monte le cathéter, hop, et le déploiement de la prothèse sous guidage de TO 3D. C'est procédure extrêmement rapide, hein, on a mis 12 minutes, c'est entre 12 et 15 minutes, et surtout à la fin, vous avez zéro fuite et les patients qui sont très nettement améliorés. 2 études en cours, en tout cas dans notre centre, du tricure avec cette prothèse-là, donc on est en train d'inclure des patients, et une autre prothèse qui semble aussi prometteuse, avec ici une illustration qui a été faite aux États-Unis, et il y a aussi une étude en cours. Donc il y a plein de prothèses qui sont en cours de développement. Comme c'est les débuts pour le moment, beaucoup de patients screenés, mais peu qui sont sélectionnés à la fin, critères qui sont complexes. On nous dit, donc pour la deuxième prothèse, c'est par voie jugulaire, sachant que la première, c'est par voie fémorale. On dit le vaisseau est trop petit, l'oreillette droite est trop grosse, l'anneau est trop gros, le ventricule droit est trop petit, la langue n'est pas satisfaisant, la sonde de pacemaker passe pas au bon endroit. Donc pour le moment, c'est pas encore, je peux faire ça à tout le monde. On est vraiment au tout début, mais ça se développe et les résultats, ils sont vraiment très encourageants. Donc à voir à l'avenir. En pratique, et pour conclure, l'insuffisance tricuspide, c'est un problème de santé publique parce que je vous dis, c'est très fréquent, très grave, beaucoup de mortalité, beaucoup d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Les patients, ils sont clairement pas traités aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a que des diurétiques au lieu de leur proposer un traitement curatif. Il faut les prendre en charge plus tôt, que ce soit par voie chirurgicale ou par voie percutanée, avec des études en cours, notamment des études randomisées, des très nettes améliorations quotidiennes de nos outils techniques. Et l'objectif, c'est de trouver le meilleur traitement pour chaque patient et surtout de lui proposer le traitement au bon moment et probablement pas trop tard. Donc aujourd'hui, les recommandations internationales, c'est un patient qui a une IT sévère symptomatique sans dysfonction VD ou VG sévère, il devrait être envoyé à l'ARTIM pour envisager un traitement chirurgical. Parce que dans la recommandation, c'est traitement chirurgical, mais franchement, vous n'allez pas traiter toute votre petite mamie de 85 ans avec la chirurgie. Donc moi je dirais, on les envoie en ARTIM dans un centre qui peut tout proposer, du traitement percutané, clip, remplacement, du traitement chirurgical. Lui, il va évaluer de façon objective, il ne faut pas qu'il ait d'intérêt à faire une technique plutôt que l'autre. Quel est mon risque opératoire, notamment en évaluation de TriScore? Quelle est ma faisabilité technique et la probabilité que j'ai un bon résultat en percutané? Et en fonction de ces paramètres, il va dire, mon patient il a un faible risque opératoire, et ben je vais plutôt lui proposer une chirurgie, réparation, remplacement. Au contraire, il a un haut risque opératoire et pour lui, on pense que c'est un bon candidat pour un traitement percutané, réparation ou remplacement, et ben on va lui faire. Si inversement il a haut risque opératoire et qu'on peut pour le moment rien lui faire techniquement, ce qui arrive assez fréquemment, ben on poursuit le traitement médical. Après, est-ce qu'il faut faire d'abord en première intention repair ou replacement? Nous pour le moment la stratégie c'est plutôt de commencer par les réparations bord à bord clip, mais peut-être que dans quelques années le remplacement va prendre le dessus. Ça c'est des choses qui vont évoluer dans le temps et pour lesquelles j'ai pas encore la réponse. Donc c'est histoire en cours, mais vraiment le point très positif c'est qu'aujourd'hui il y a plein d'outils qui se développent et on peut prendre en charge des patients avec des résultats qui sont quand même assez impressionnants alors qu'on n'avait rien jusqu'à présent. Donc une note très positive, je vous remercie. Merci. Merci Dr Dreyfus pour ce topo très clair, très complet. Nous avons seulement quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. En attendant, peut-être on peut appeler les autres orateurs à nous rejoindre pour répondre aux questions. Il y a une question devant, il y a un micro. Il y a un micro, M. Arabi, si vous voulez poser votre question. Moi, j'aurais une question pour Dr Dreyfus, pour commencer. Par rapport, j'ai vu que certains prolapsus mitraux sont traités par la méthode du clip. Vous avez montré ça lors de la première présentation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Puisque la chirurgie, c'est quand même, ça reste le gold standard dans la réparation valvulaire. Est-ce que l'expérience va nous permettre dans le futur de s'orienter plus vers ce type d'intervention, sachant que si les résultats ne sont pas satisfaisants, apparemment après un clip, on ne peut plus adresser les patients pour un geste de réparation?
Alors, moi je ne suis pas chirurgien. Maintenant, en toute logique, ce que je dis toujours, pareil, quelle que soit la valvulopathie, c'est que quand vous faites la chirurgie, ce que vous attendez, c'est un excellent résultat procédural, et les chirurgiens, ils se jugent, les assureurs les jugent là-dessus. Par contre, le risque, c'est le risque opératoire. Quand vous faites du percutané, finalement, vous faites avec l'anatomie que vous avez, et donc, ce que vous attendez, c'est une bonne sécurité, c'est que le patient ressent vivant, mais les résultats, des fois, vous avez ça excellent, et des fois, des résultats qui sont moins bons. Donc, pour le moment, les recommandations, elles sont très claires. C'est on privilégie la chirurgie. Si le patient, il a très haut risque opératoire, à ce moment-là, on va envisager un traitement percutané par clip, surtout si celui-ci est faisable. Après, petit à petit, ça va être comme les procédures de valvulopathie aortique, on va aller vers des plus faibles risques. Et par exemple, en France, actuellement, il y a une étude qui s'appelle l'étude mitrachière, on prend des patients qui sont à risque intermédiaire pour voir si ces patients tirent un bénéfice. Donc ça encore, on est en train de voir, c'est pas clairement défini, mais je pense quand même un élément important, c'est idéalement, c'est quand même d'avoir le meilleur résultat procédural, et après, c'est quel est mon risque procédural, notamment chirurgical. Je ne sais pas si Christophe, tu es d'accord, parce que tu fais beaucoup aussi de procédures de clip, mais pour moi, c'est quand même la chirurgie en premier, enfin, c'est les recommandations, c'est pas que pour moi, et si c'est pas faisable, enfin, si le patient est au risque opératoire, on envisage le traitement percutané. Parce que le problème, c'est le résultat aussi à moyen et long terme, et si c'est fuite récidive, la réparabilité n'est plus d'actualité. Et j'ai pas répondu à la deuxième question qui était par rapport. En effet, si vous avez mis un clip, la valve elle est abîmée, il ne faut pas attendre une réparation, et en effet, ce sera plutôt un remplacement valvulaire. Tout à fait. Question ? J'ai une petite question. Est-ce qu'une plastie, une vieille plastie tricuspide qui a dégénéré, est-ce que c'est plutôt, est-ce que les clips sont faisables et donc en pratique plastique, c'est-à-dire que le patient, parce qu'il y a différents types de plastique, de Vega, annuloplastie, donc le patient il a un anneau rigide, il n'a pas d'anneau. Il a un annuloplastie, oui. Donc il a un anneau. En fait, il a eu RVM annuloplastie il y a 20 ans. Et il a une grosse insuffisance ventriculaire. Donc avec un vrai anneau rigide. Oui. Donc là, il y a deux possibilités. Si l'anneau n'est pas détaché, comme je montrais tout à l'heure, suivant la forme de l'anneau, on va envisager par exemple un valve in ring, la procédure que j'ai montré tout à l'heure. Si la forme n'est pas bonne et que l'anatomie est compatible, à ce moment en fait, on va envisager les deux possibilités et on essaiera de choisir la meilleure, sachant que je dis on va essayer de choisir la meilleure, mais il y a pas mal de patients pour lesquels on peut faire ni l'une ni l'autre, parce qu'ils ont une forme anatomique qui n'est pas idéale pour un clip et une forme anatomique qui n'est pas idéale pour un valve in ring. Donc toujours pareil, c'est aussi l'intérêt de l'ARTIM, c'est finalement d'évaluer, comme je vous l'ai mis, c'était le deuxièmement, c'est est-ce que c'est faisable techniquement, sachant qu'une des limites, c'est que le chirurgien, lui, il a le risque opératoire, mais en gros, il peut faire ce que vous voulez, il vous fait du sur-mesure. Nous, en percutané, on va dépendre de l'anatomie du patient, et en gros, on ne peut pas tout faire chez tous les patients. Encore une ou deux questions. Professeur. Bien. Nous avons beaucoup parlé des valves mitrales, valves tricuspides, mais il y a un certain nombre de formes anatomiques de valves. Ça ne marche pas. Rapprochez-vous du micro. Des formes, si vous voulez, de valves mitrales au cours des rétrécissements mitraux qui deviennent des valves mitrales vieillies, si vous voulez, calcifiées et difficiles à traiter. Il n'est pas question non plus, enfin il n'était pas question dans le temps, de proposer ces malades pour la chirurgie. Mais il s'est constitué chez nous depuis longtemps qu'on traite les rétrécissements mitraux, une équipe qui a appris, si vous voulez, à dilater les valves mitrales sans crier, sans crier plus. Alors, ces valves mitrales qui ont été dilatées chez nous sont extrêmement nombreux. Et la personne qui a lancé, si vous voulez, cette dilatation mitrale sur des valves mitrales en mauvais état s'appelle Madame le professeur Haytham. Alors, je voudrais bien demander à Madame le professeur Haytham de vous donner, si vous voulez, quelques chiffres
concernant le nombre de valves qu'elle a faites et, si vous voulez, l'innocuité avec laquelle elle est arrivée à traiter ces malades. Alors si je m'envoie une question, en fait, c'est concernant les sténoses mitrales rhumatismales qui ont déjà bénéficié d'une valvuloplastie mitrale percutanée et qui, des années plus tard, vont être de nouveau pathologiques et calcifiées. En effet, j'avais fait un papier en prenant les 600 patients de Bichat, c'était il y a 10 ans dans l'European Heart Journal, et ce qu'on montrait, c'est que pour ces patients, en fait, le fait de refaire une valvuloplastie mitrale percutanée, donc ça suppose qu'il y a une fusion, ça va dépendre, en fait, le résultat va dépendre de la localisation des calcifications, mais qu'en effet, le fait qu'il y ait des calcifications n'est pas en soi une contre-indication, c'est juste qu'il y a des moins bons résultats procéduraux et des risques de déchirure de valve. Donc est-ce que c'est faisable à distance? La réponse sur le principe, elle peut être oui, s'il n'y a pas une calcification massive bicommissurale, mais avec des moins bons résultats. Mais comme c'est les feuillets, ce sont des patients qui sont opérables, à la différence des RM dégénératifs où eux c'est l'anneau et eux ce sont des patients qu'on ne peut pas opérer. En tout cas, ces présentations ont suscité beaucoup de questions, mais malheureusement, dans un souci de timing, on va être obligé d'interrompre. S'il vous plaît, je veux donner juste une petite indication à nos orateurs que je remercie beaucoup. Pour le TAVI, c'est un anneau circulaire. Pour le reste, c'est des anneaux qui ne sont pas circulaires. Et s'attaquer à des feuillets qui n'ont rien, surtout tricuspides, qui n'ont rien demandé à personne, c'est l'anneau qui est dilaté. Et c'est l'anneau qu'il faut corriger d'une façon luminale ou d'une façon chirurgicale. Donc, il ne faut pas qu'on cherche midi à 14h. La deuxième chose, pour les rhumatismaux, le Maroc a une leçon à donner à tout le monde parce qu'il en a fait beaucoup. Et Naïm El-Hitim a fait des milliers de dilatations chez les malades qui étaient recusés par nous, les chirurgiens, depuis plus de 40 ans. Alors, donc il y a des choses qui sont l'enthousiasme pour l'avenir, il faut le garder, mais il faut donner aussi le recul à nos jeunes cardiologues pour qu'ils sachent que ce n'est pas tout le monde qui a... c'est l'indication que vous avez dit pour la tricuspide, pour la mitrale. Donc je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque et je ne l'ai pas évoqué, mais aujourd'hui, une autre technique de réparation, c'est la technique qu'on appelle de cardiobande. Et donc le principe, c'est de mettre un anneau comme un anneau chirurgical. Et il y en a beaucoup qui pensent que l'avenir, c'est problème, ce qu'on appelle des procédures combinées, où à la fois on met un anneau pour diminuer la dilatation et on met les clips aussi pour agir sur les feuillets. Et là où je vous rejoins, c'est que quand on met les clips sur les feuillets, justement, ça va réduire la taille de l'anneau, ça a été démontré. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est en cours d'amélioration et bien entendu que ça fera probablement partie des solutions thérapeutiques. Merci encore à tous les orateurs. Merci à la présence.